Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Abolhassan Bani Sadr, le premier président de la République islamique d'Iran. Monsieur Bani Sadr, merci d'être venu sur notre plateau. Vous avez été élu en janvier 1980 président. Vous avez travaillé aux côtés du guide suprême, l'ayatollah Khomeini. Mais votre opposition, notamment à la poursuite de la guerre Iran-Irak et au durcissement du régime, a provoqué votre destitution par l'ayatollah Khomeini en juin 1981. Depuis, vous vivez en exil en France. Merci à vous encore une fois d'être venu. Je vais vous demander ce que vous pensez de la situation actuelle en Iran. Il y a eu plusieurs manifestations du mouvement vert de l'opposition. Les deux leaders, Mir Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi, ont disparu, entre guillemets, ces derniers jours. Que pensez-vous de la situation en Iran? La situation en Iran, c'est une évolution depuis l'année dernière que le peuple s'est mis en mouvement de protestation. Le peuple a commencé par dire « Où est mon bulletin ?» Et arrivé à ce stade qui maintenant il dit « Où est mon droit ?» Mon droit de la souveraineté. Donc les slogans sont tout à fait différents maintenant. Le peuple lance des slogans, la liberté, l'indépendance, la République, la souveraineté du peuple et non aux souverainetés du docte, c'est-à-dire Walayat Faqih, plein pouvoir de guide. Voilà le changement. Donc on est passé de slogans réformistes à des slogans révolutionnaires, c'est ce que vous dites? Oui, disons changement, tout simplement, changement de régime dans le sens de la démocratie, qu'on va le changer en le remplaçant par une démocratie. Mais le régime semble totalement en contrôle de la situation. En contrôle, ça dépend. Parce que contrôler quoi? Un peuple qui ne le veut pas. Un régime vide de l'objectif et du but. Par exemple, depuis l'an dernier jusqu'à maintenant, ce régime n'a pris aucune initiative. Sauf une loi concernant aide directe. Des subventions. Comme subvention, comme contrepartie de la libération des prix. Et cette même initiative a fait que les prix montent, le travail diminue, dans les usines ne travaillent pas à pleine capacité, et le chômage augmente. Voilà la situation. Et de l'autre côté, c'est le peuple, surtout la jeunesse, qui trouve un objectif. Finir avec ce régime et établir une démocratie. Est-ce que vous craignez un scénario à la libyenne en Iran? Je ne crois pas. Voilà, la libyenne, la Libye, c'est un pays avec 5-6 millions d'habitants. L'Iran, c'est un pays avec 75 millions d'habitants. Et une autre manière, nous avons fait 3 révolutions dans un siècle. Mais est-ce que vous ne craignez pas que le régime choisisse la voie de la répression dure pour se maintenir au pouvoir? Si mouvement révolutionnaire il y a. Bon, c'est le quotidien. La répression, la violence, c'est quotidien. Ça, c'est pas qui change les choses. Ce qui change les choses, c'est que est-ce que ce peuple arrive à décider que je veux plus de ce régime. S'il arrive à cette décision, alors la répression n'aura aucun effet. Mais je peux dire que même il aura effet contraire. Mais on n'est pas encore à ce point-là, vous pensez? Non, nous ne sommes pas à ce point-là. Je crois pas que... Je dis que c'est une évolution. Mais un jour arriverait à cette décision, le peuple déciderait et agirait par conséquence.
D'accord. Alors, j'ai expliqué que vous étiez le premier président de la République islamique d'Iran. Vous avez été en exil en France avec l'ayatollah Khomeini. Vous êtes revenu avec lui. Quel regard portez-vous sur les révolutions dans le monde arabe, en Tunisie, en Égypte et ailleurs? Est-ce qu'il y a vraiment des similarités? Oui, il y a beaucoup de similarités. La première, c'est que ce sont les peuples qui se sont mis en mouvement. Ce n'est pas une organisation armée qui prend l'initiative contre le régime et se dit révolutionnaire. Non, c'est un peuple tout entier qui se met en mouvement. Deuxième, c'est que ce peuple a trouvé un objectif. Il a compris que la liberté a un sens dans sa vie. Vous voyez que même le chômage, la pauvreté agit comme facteur, mais à travers l'exigence de la liberté et de la fierté. Le mépris que ce peuple ils ont subi est devenu un initiateur au mouvement. C'est exactement ce que nous avons vu dans la révolution iranienne. De plus, le pouvoir extérieur, vous savez que ces États ce sont des États basés sur un seul pilier. L'armée, l'administration, c'est tout. Parce qu'eux-mêmes, ils ont supprimé les autres bases intérieures, c'est-à-dire, par exemple, l'institution religieuse, par exemple, la féodalité qui a été détruite par ce même régime. Donc, et parce qu'ils ne s'appuient pas sur la souveraineté du peuple, leur base sociale est très limitée. C'est un pouvoir basé sur l'armée et c'est tout. Et c'est à travers l'extérieur qui établit un équilibre. Et parce que l'extérieur est changé, les États-Unis n'ont plus la même politique qu'avant, l'Europe non plus. Voilà, il est isolé. Alors, c'est le moment, c'est la situation révolutionnaire. C'est exactement la même chose maintenant qu'il y a 32 ans. Alors, si on continue le film d'il y a une trentaine d'années en Iran, donc vous êtes élu, il y a des révolutionnaires de tout camp, la gauche, les laïcs et les religieux, et vous êtes destitué. Et beaucoup aujourd'hui prennent cet exemple pour dire, en Tunisie, mais surtout en Égypte, attention, les islamistes font semblant d'être démocrates, mais ils n'attendent qu'une chose, c'est de confisquer la révolution. Est-ce que, vous qui l'avez vécu, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Bon, d'abord, l'islam, discours de la liberté, il y a 32 ans, Khomeini en a parlé devant le monde tout entier. Exactement, vous avez entendu de la bouche des Ikhwan al-Muslimin en Égypte et le parti An-Nahda en Tunisie. Ce que veut dire, avec l'islam, discours de pouvoir, on ne peut pas faire la révolution. Il faut l'islam, discours de la liberté. Deuxième chose, c'est que une fois arrivé au pouvoir, le pouvoir, c'est le pouvoir, exige un discours de pouvoir. Donc, il est fort possible que si An-Nahda arrive au pouvoir en Tunisie ou Ikhwan al-Muslimin en Égypte, le discours change. Ça, c'est fort possible. C'est pourquoi une alternative démocratique est absolument nécessaire. Ce qu'à l'époque, chez nous, en Iran, cette alternative parti démocratique était plus faible, parce que les partis de gauche étaient partisans de la dictature prolétarienne. Les mollahs voulaient la dictature bienfaisante. Et même les libéraux, ils ne croyaient pas que le peuple est mûr pour la démocratie. Alors cette faiblesse de l'alternative démocratique a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire les mollahs, ils ont pris le pouvoir. Bien sûr, il y avait la prise d'otages, la guerre Iran-Irak qui les a aidés beaucoup. Aujourd'hui, cette guerre n'existe pas.
Mais la question, c'est, vous dites, ils sont passés d'un discours de liberté à un discours de pouvoir. Est-ce qu'ils avaient toujours cette intention? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'ils avancent masqués, en fait, ou est-ce que c'est les circonstances qui ont fait qu'ils ont changé? Masqués, je ne dis pas, parce que la situation révolutionnaire, c'est la situation révolutionnaire. Il a besoin d'un discours qui le convient, s'adapte avec cette situation-là. Mais après que les choses changent, le changement, ou bien il va dans la direction voulue par la révolution, ou pas. Ça, c'est le rôle d'alternative. Vous voyez, aujourd'hui, il manque d'alternatives en Égypte et en Tunisie. Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Ça inquiète beaucoup de monde. Donc vous pensez que le scénario à l'iranienne dont vous avez été victime peut se reproduire en Tunisie, en Égypte? Tout à fait, peut se produire. Et c'est pourquoi, si j'ai un conseil à donner au peuple tunisien, et égyptien et libyen et autres, c'est que ne tardez pas, faites votre alternative démocratique tout de suite. C'est beaucoup plus important que beaucoup d'autres choses. Mais ça veut dire quoi, faites une alternative démocratique? Voter une constitution, créer des partis, c'est ça? Créer des partis, disons, se réunir, faire une union par les démocrates, de manière que vous puissiez prendre en main l'État et le changer dans le sens d'un État de droit. Sans s'allier avec les islamistes, alors? Une alternative démocratique laïque. Ça dépend. À mon sens, l'État doit être absolument laïque. C'est neutre. Pas dans le sens de chez vous, qui n'est pas neutre. Tout à fait neutre. Un État neutre, alors le gouvernement, c'est autre chose. C'est la majorité qui le peuple choisirait. Certainement, il y aura son idéologie. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Bani-Sadr, d'être venu nous parler de votre expérience et de votre regard sur ce qu'il se passe actuellement dans le monde arabe. Et merci à vous d'avoir suivi l'entretien sur France 24.